Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Eh bien, vous le savez, le Congo-Brazzaville vient de vivre une de ses pires élections présidentielles. Les résultats sont désormais connus, c'est sans surprise un score à la soviétique. Denis Sassou Nguesso, candidat du PCT, président sortant, s'est autoproclamé vainqueur avec 88% du suffrage exprimé. Malgré le très faible taux de participation estimé à 15% et le décès d'un des candidats à la course présidentielle, Guy Brice Parfait-Kolela, la Cour constitutionnelle, qui, dans pareilles circonstances, devrait prononcer l'annulation de ce scrutin, est plutôt abonné absent. Voilà qui est au centre d'intérêt de notre entretien aujourd'hui avec M. Clément Mirassa, président du PSDC et membre signataire de l'appel du 29 janvier 2021. Bonjour Monsieur Mirassa. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Alors, je disais tout à l'heure, les résultats sont connus et c'est sans surprise, tout le monde s'y attendait. C'est vrai qu'on parle encore des résultats provisoires. Il se trouve que les signataires de l'appel du 29 janvier 2021 se sont retrouvés en réunion dernièrement, donc lundi 29. J'ai bien envie de vous appeler désormais le club des 29, peut-être que ça viendra. Alors, est-ce qu'on peut savoir de quoi s'est-il agi exactement? De quoi vous avez parlé? Merci, Monsieur Christian Perrin. Je crois qu'il faut essayer de faire un petit recul en arrière. Nous avons lancé avec le président de l'UPC, Unis pour le Congo, Paul Makaya, un appel aux démocrates et aux patriotes le 29 janvier 2021. Il y a eu, je crois, beaucoup d'appels, de réponses favorables à cet appel. Et nous avons abouti à un autre appel, c'était l'appel au boycott. Parce que vous savez que nous avions adressé une lettre d'interpellation au président de la République parce que nous avons estimé que ce qui s'est préparé au Congo, c'était un coup d'État, un coup de force électorale. Nous nous sommes retrouvés lundi dernier. Et lorsque nous nous sommes retrouvés, c'était pour faire le point après la proclamation des résultats provisoires par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Nous n'avons pas du tout été surpris par ce qui s'est produit et nous avons été très heureux et nous avons félicité le peuple congolais qui a boudé les urnes et qui, de façon massive, est resté chez lui et n'a pas bougé pour aller pratiquement voter les 17 et 21 mars 2021. Donc voilà un peu ce qui a motivé notre rencontre. Et nous avons essayé non seulement de féliciter le peuple, mais également d'inviter ce peuple à vaincre la peur et à faire que nous allions de l'avant. Vous avez évidemment au cours de cette réunion, qui s'est terminée d'ailleurs par une déclaration que vous avez rendue d'ailleurs publique. Est-ce qu'on peut revenir sur cette déclaration, sur les grandes lignes bien entendu de votre déclaration? Bien sûr, la première grande ligne, c'est l'irrespect des lois et règlements de la République. Et nous y insistons parce que vous savez bien que chaque fois que, selon notre Constitution, quand le président de la République est élu, avant de rentrer en fonction, il prête un serment. Et le serment qu'il prête, c'est celui de respecter et de faire respecter la Constitution. Et malheureusement, nous avons constaté, quand bien même le président de la République a lui-même insisté lors de son message sur l'état de la nation pour dire que nous ne devions pas suivre ou bien emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité, nous avons fait le constat malheureux que tout ce qui se passe s'est passé dans l'anticonstitutionnalité. Et pour vous donner une idée sur cette anticonstitutionnalité, vous avez déjà le président de la République qui n'est pas en conformité avec la Constitution parce qu'il est président du comité du travail en violation flagrante de l'alinéa 2 de l'article 80 de la Constitution. Et vous avez l'autre aspect, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi et il aurait dû être suspendu jusqu'à ce qu'il se mette en règle avec la loi. Ce qui n'est pas le cas, parce que pour qu'il se mette en règle, il faut évidemment tenir, je suppose, un autre congrès qui décidera que Denis Sassou Nguesso n'est plus président du Parti congolais du travail.
Oui, Monsieur Merassa, d'autant plus que vous n'avez pas pris part à l'élection, au scrutin présidentiel. Est-ce que vous avez eu quand même quelques éléments d'appréciation pour comprendre comment s'est déroulé le scrutin? Moi, j'ai sous mes yeux une feuille jaune, ce qu'on appelle une photocopie d'une feuille jaune, annexée au procès-verbaux qu'on donne à chaque, qu'on est censé donner aux représentants de chaque candidat. Je vais vous lire comment ça se présente. Vous avez commune de Brazzaville, quartier arrondissement 4 Mongali, quartier 48, et vous avez les résultats qui se présentent de la manière suivante. Inscrits 1033, votants 131, ont obtenu Denis Sassou Nguesso 841, Kolelas Guy Parfait Brice 89, Mathias Nzon 43, Onyange Albert 18, Kinyumbi 8, Mafula Dave 10, Tangia Ngambe Ambios 2. Je prends juste cet élément pour vous dire que vous voyez bien l'incohérence. J'avoue que je suis statisticien. Et quand on se retrouve dans ce cas de figure, je ne sais pas comment on calcule le taux de participation. Je ne sais pas comment on calcule le suffrage exprimé. Je ne sais pas comment on arrive aux chiffres qu'on finit par nous communiquer. Il s'agit véritablement de la fraude. Et monsieur le journaliste, à ce titre, je crois, et je reviendrai là-dessus, le candidat Mathias Nzon lui-même a essayé d'évoquer quelques-uns de ces cas. Il nous a dit qu'au bureau de vote où il a voté, au Château d'Eau, il y avait pas plus de 60 votants. Denis Sassou Nguesso a eu 270 voix. Il a ajouté que dans un bureau de vote à Gamboma, il y avait 400. Denis Sassou Nguesso a eu 380 voix. Mathias Nzon en a eu 320. Ça fait 700. Donc, vous vous trouvez dans des cas de figure où les nombres de voix ne correspondent pas au suffrage exprimé et ça ne correspond pas du tout à ce qui s'est passé. Si ça veut dire quoi, en réalité, ça veut dire qu'il y a bourrage des yeux, ça veut dire qu'il y a tricherie. Au-delà des autres problèmes qu'on peut soulever, on peut parler du vote des étrangers, parce qu'on a vu lorsque le candidat président Denis Sassou Nguesso était à Infondo, on a vu des réfugiés de la RDC, des réfugiés centrafricains, participer à ces meetings avec les drapeaux de leur pays et puis venir dire qu'ils soutenaient Denis Sassou Nguesso et qu'ils allaient voter. Donc, nous nous trouvons dans un cas de figure où ce que nous vous avons annoncé, à savoir la non-fiabilité des listes électorales, la non-maîtrise du corps électoral, la non-fiabilité des listes, ça s'est avéré exact. Et nous savions déjà qu'il s'agissait d'un coup de force électoral. Les résultats qui sont publiés, provisoires qui sont publiés, n'ont rien à voir avec les résultats qui sont sortis des urnes. Et puis, pour vous faire sourire un peu, je remercie les internautes qui sont partis faire des prises de photos à la mairie de Kalangay pour faire ressortir qu'il y avait encore des urnes scellées après, pendant que l'on donnait les résultats des élections. Donc, vous voyez bien que les résultats qui ont été communiqués ne sont pas les résultats sortis des urnes. Et c'est pour ça que nous vous disons, parce que les gens nous ont dit, ils nous ont interpellés pour dire comment ils ont trouvé le taux de participation inférieur à 15%. Il suffit que je prenne cette fiche pour vous dire que lorsque vous prenez 1033 inscrits, 131 votants, suffrage exprimé 131, ben le taux de participation est bien inférieur à 15%. Donc, nous avons toute cette série de problèmes et nous avons eu l'honneur de changer. Et moi, je vous ai fait parvenir la déclaration que nous avons faite. Nous avons ici, et nous pouvons en faire quelques commentaires, nous avons ici un tableau que nous avons dressé qui donne les résultats des élections présidentielles et référendaires du Congo depuis 1992. Vous voyez bien que lorsque vous prenez l'élection de 2016, l'élection dont les résultats ont été contestés, le candidat Denis Sassou Nguesso avait 867 177 voix. Ces résultats ont été contestés. On a suivi les déclarations de feu Guy Brice Parfait Kolela, qui a dit qu'en principe, c'est Moukoko et lui qui allait au deuxième tour. On sait que Jean-Marie Michel Moukoko n'a jamais reconnu ces résultats. Ça veut dire que dans la réalité, le candidat Denis Sassou Nguesso en 2016 n'avait pas pu obtenir 867 177 voix, puisque aujourd'hui,
et le secrétaire général du PCT a fait une déclaration où il a reconnu cela. Les voix qui sont mises ici sont véritablement des voix majeures. Donc, quand vous prenez ce chiffre majoré, le chiffre d'aujourd'hui veut dire quoi? Le chiffre d'aujourd'hui veut dire qu'en réalité, pour atteindre ce chiffre, il a fallu que tous ceux qui ont voté, Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salissa, Pascal Satima Biala, Claudine Minari et Mboussingwari, en 2016, qu'ils aient voté pour Denis Sassou Nguesso, ce qui est une hypothèse irréaliste, inconcevable. Et ensuite, il faut ajouter qu'au-delà de ça, même si le phénomène s'était produit, il aurait fallu que tous les nouveaux inscrits aient voté pour le candidat Denis Sassou Nguesso, ce qui n'est pas vraisemblable. Par ailleurs, les Congolais ont suivi, que Dieu ait son âme, la campagne de Guy Brice Parfait Kolela. Il est inconcevable qu'en 2016, Guy Brice Kolela ait fait 216 090 voix et qu'en 2021, il se retrouve avec 138 433 voix, soit une baisse de 36% qui expliquerait que près de 77 000 de ces votants en 2016 ont voté Denis Sassou Nguesso cette année, ce qui est encore une hypothèse véritablement invraisemblable. Non, je crois qu'il y a de sérieux problèmes. Tout ce que je peux dire de façon synthétique, c'est que les résultats qui ont été publiés ne reflètent nullement les résultats sortis des urnes. Jusque-là, on parle encore des résultats provisoires. Est-ce qu'on peut espérer que la donne peut changer au niveau de la Cour constitutionnelle, avec les recours qui ont été faits, bien entendu? Bon, les recours ont été faits. C'est pas la première fois qu'on fait les recours à cette Cour constitutionnelle. Je vous dirais en titre de rappel, j'ai introduit un recours à la Cour constitutionnelle à propos de l'illégalité de l'élection du président de la République, du président du Parti congolais du travail. Vous connaissez la réponse qui a été donnée. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente pour donner la réponse. Mais lorsqu'elle s'est déclarée incompétente, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait parvenir ces informations et cette décision au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, au ministre de la Justice. Ce problème est pendant, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de réponse. Et pourtant, nous y sommes. Et la Cour constitutionnelle va être confrontée à ce même problème. Parce que ce que je vous dis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président Denis Sassou Nguesso est en situation d'incompatibilité constitutionnelle. Comment va-t-il prêter serment? Parce que prêter serment, c'est prendre l'engagement devant la nation et le peuple congolais de respecter et de faire respecter la Constitution. Mais les premiers engagements qu'il a pris, que ce soit en 2002, que ce soit en 2009, que ce soit en 2007, n'ont jamais été respectés. Comment la Cour constitutionnelle va-t-elle concevoir que dans cette situation, à l'issue de cette élection, le président Sassou qui n'a pas respecté et fait respecter la Constitution par rapport aux engagements antérieurs qu'il a pris, qu'il puisse prêter serment? Je crois que la Cour constitutionnelle se trouve véritablement devant un dilemme. L'autre dilemme devant lequel la Cour constitutionnelle se trouve, c'est lequel? Mais c'est l'article 70, celui de l'empêchement définitif ou du décès d'un candidat avant de finir. Il y a beaucoup d'interprétations qui ont vu le jour, mais visiblement, quand on voit à quel moment Guy Brice Parfait Kolela a commencé à être dans l'empêchement de cette élection, aurait dû être suspendu, reporté, on devrait respecter. Est-ce que la Cour constitutionnelle va le faire? Quand je prends les fiches telles que je les ai lues, la Cour constitutionnelle a un problème. Quand vous avez une fiche où les inscrits c'est 1033, les votants c'est 131, et le président Denis Sassou Nguesso a 841 voix, dans des pays démocratiques, ça aurait donné lieu à la mise en place d'une commission pour le recomptage des voix et pour l'annulation de tous les procès-verbaux qui ne semblent pas être conformes à la réalité, sinon qui ne sont pas dignes d'unification de cas de vote. La fiche dont vous faites état, elle sort d'où exactement? De la CONEL ou bien vous l'avez reçue de quelqu'un? Ben, on l'a reçu non seulement, il y a des fiches qu'on a reçues des gens, mais en plus, il y a des fiches qui ont été mises sur les réseaux sociaux qui reflètent bien la situation, puisque
la déclaration de Mathias Nzon nous a confortés dans cette pratique. Et Mathias Nzon, quand vous avez suivi ces déclarations, il a bien lui-même déclaré que c'était en fait une élection de tricherie. Moi, ça ne me surprend pas, Monsieur Christian Perrin. Je vous attirer votre attention. Vous savez que le Congo s'est distingué dans sa démarche et dans sa relation avec la communauté financière internationale, en cachant sa dette. Vous le savez parfaitement. Et c'est parce que les partenaires l'ont découvert que le Congo a été pratiquement mis en difficulté, que son image a été altérée. Donc, qu'il y ait ce genre de choses, ça ne me surprend pas. Moi-même, je vous ai dit, en prenant la loi relative aux partis politiques, que les partis congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Mais ça n'a pas empêché le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation de prendre un décret en octobre pour déclarer le Parti congolais du travail et plusieurs autres partis de la majorité conformes à la loi. Et quand vous prenez l'article 28 de la loi électorale, mais le Parti congolais du travail n'avait pas le droit de participer à la campagne électorale et de faire des réunions électorales. C'est pour vous dire que ce schéma que nous avons subi depuis, qui s'est caractérisé entre autres par la tenue de la concertation de Madilou. Vous savez ce que nous en pensions. Mais la concertation de Madilou rentrait bien dans le cadre de la stratégie mise en place par le pouvoir pour matérialiser ce coup de force électoral. Nous n'en sommes pas surpris. Et les chiffres qui sont donnés sont des chiffres pratiquement incohérents. Parce que, je peux prendre une autre hypothèse. Le président Sassou a eu en 2016, d'après les résultats contestés, il a fait 60%. Jean-Marie Michel Moukoko et Brice Parfait Kolela ont fait à tous les gars approximativement 28%. Ce qui veut dire logiquement que l'une des hypothèses, c'est de croire qu'en 2021, tous ceux qui avaient voté Moukoko et Parfait en 2021 ont voté pour Sassou. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et là, je parle en tant que président de la Fédération de l'opposition congolaise. Il y a entre autres composantes, la composante de Jean-Marie Michel Moukoko. Vous voyez bien qu'on est vraiment dans l'incohérence des chiffres. La Cour constitutionnelle a beaucoup à maille à faire, mais la Cour constitutionnelle, il faut qu'elle sache que les Congolais doivent vraiment être vigilants et veiller à ce que la Cour constitutionnelle dise le droit pour que les Congolais puissent se rassurer que ce qui se fait est conforme à la réalité des choses. Vous parliez déjà de l'empêchement définitif d'un des candidats à cette course présidentielle, Guy Brice Parfait à Kolela, paix à son âme. En fait, c'est une façon d'évoquer l'application de l'article 70 de la nouvelle constitution du 25 octobre 2015. Mais ici, qui devrait saisir réellement la Cour constitutionnelle pour demander l'application de cet article? Est-ce que la Cour pouvait s'auto-saisir? Sur quoi je souhaite insister, c'est sur la période de l'empêchement ou du décès. Quand est-ce le premier tour commence et quand est-ce le premier tour se termine? Je crois que le premier tour ne se termine pas avant la proclamation, ne serait-ce que des résultats provisoires. Donc, nous sommes dans ce cas de figure. Et quand on voit les choses, le président Guy Brice Parfait Kolela a connu des situations, paix à son âme, a connu des situations difficiles de santé, peu avant, le vendredi même, le jour de la clôture de la campagne. Il a été extrêmement courageux. Depuis, je crois, d'Olizi à Madingu, à Owando, il se sentait déjà très affaibli. Mais malgré tout, il a voulu vaincre ce combat parce que vous avez écouté le message qu'il a essayé d'envoyer aux militants pour les inviter à aller voter massivement pour le changement. Mais je crois que si la loi a prévu qu'on mette en place un dispositif des médecins assermentés qui siègent à la Cour constitutionnelle, qui ont dû examiner les candidats et qui ont dû délivrer un certificat médical, c'est à ce niveau-là qu'il faut interroger. Le tout, ce n'est pas de délivrer le certificat médical. La question qu'il faut se poser, une fois que le certificat médical a été délivré, comment on fait pour suivre le candidat? Parce qu'il me semble que le certificat délivré par ces médecins assermentés
c'est une pièce qui est donnée au dossier qui doit être déposé à la Cour constitutionnelle. Donc, à ce niveau, la Cour constitutionnelle a une grosse responsabilité et je pense que la Cour constitutionnelle, il devrait avoir un dispositif pour que la Cour constitutionnelle s'auto-saisisse de ces différents cas en tenant compte de l'appréciation que les médecins assermentés ont faite pour délivrer pratiquement le certificat médical qui a permis aux uns aux autres pour dire qu'ils étaient en pleine santé et qu'ils n'avaient aucun problème. Parce que le débat est celui-là. Il faut faire un recul en arrière. Et c'est auprès de la Cour constitutionnelle que ces médecins assermentés étaient installés. Et il y a une grosse responsabilité s'agissant du cas de Guy Brice Parfait-Kolela. Parce qu'on apprend maintenant avec tout ce qui s'est produit. Au-delà du débat empoisonnement, Covid-19, je crois qu'on laisse le soin aux médecins de régler ça, mais l'opinion a déjà eu une idée là-dessus. Mais je crois qu'il faut que la Cour constitutionnelle se rende compte qu'elle a une responsabilité. Parce que le tout, ce n'était pas d'abriter les médecins assermentés dans ces locaux. Il fallait que des dispositions soient prises pour que les candidats aient un suivi médical. Et je suppose qu'il devait avoir un mécanisme chaque fois qu'un candidat sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas pour saisir les médecins assermentés qui devaient saisir le président de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est ma vision. L'opinion qui a été donnée par le premier président de la Cour suprême, je ne la partage pas, celle qui consiste à dire qu'il est mort après le vote. Moi, ça ne m'agrée pas du tout. Et je crois que les juristes devraient bien regarder la question et se pencher sérieusement sur ça. Il est mort après le vote, ça reste encore à attester puisque de toute façon les résultats de son autopsie sont toujours attendus, ne sont toujours pas encore rendus officiels. On continue à attendre, probablement qu'on saura exactement si réellement il est mort le 21 ou le 20, mais il y a encore débat là-dessus. Alors, vous savez également, comme moi, que les formulaires de transcription des résultats ont été refusés à certains représentants des candidats. Certains bureaux de vote avaient disparu, il faut dire comme ça. Des électeurs qui n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes, donc qui n'ont pas pu voter. Et à côté, nous savons également que l'Église catholique a été en fait mise à la marge, c'est-à-dire on a refusé l'accréditation dans le cadre, bien sûr, de sa mission d'observation. Alors, tout un tas de manquements, mais nous savons que finalement, malgré les recours qui ont été faits à la Cour constitutionnelle, nous savons ce que c'est que le Congo, et ces recours risqueront de ne pas aboutir puisque, la cérémonie de prestation de serment est en train de se préparer déjà. Face à tout ce refus-là, qui peut être considéré comme un mépris. Qu'est-ce que l'opposition congolaise entend faire pour continuer son combat? Est-ce que c'est toujours dans les déclarations, des meetings, ou il y a d'autres stratégies que vous allez bâtir? Monsieur Christian Perrin, ça c'est une question que nous avons souvent et nous écoutons nos amis de la diaspora. Ils estiment assez souvent que l'opposition n'a pas fait grand-chose pour qu'il y ait une mobilisation des Congolais qui n'est pas acceptable, qu'il y a beaucoup de choses qui sont tolérées au Congo, alors que sous d'autres cieux, elles ne seraient pas tolérées. Je pense qu'en termes de combat, nous avançons. Nous autres, nous avons choisi la méthode non violente, la méthode pacifique. Et sur cette méthode, je crois que nous avons commencé à poser un certain nombre d'actes. Et les actes que nous avons posés, c'est de mettre la lumière sur ce que le pouvoir voulait cacher. Aujourd'hui, il faut que les Congolais sachent que le président de la République est en situation d'incompatibilité constitutionnelle. Il faut que les Congolais sachent que le Parti congolais du travail et plusieurs partis de la majorité présidentielle ne sont pas en conformité avec la loi. Lorsqu'on suit cette voie, la question immédiate qui vient, c'est laquelle? Est-ce que le président Denis Sassou Nguesso est en mesure ou remplit les conditions pour prêter encore serment? La réponse peut être dite non. Mais comme il s'agit d'un coup de force électoral, l'un des volets pour finaliser ce coup de force, c'est certainement que la Cour constitutionnelle ferme les yeux sur tout ça. Parce que c'est pas la première fois. Regardez, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on a publié un paragraphe d'une publication qui a été faite par
un grand juriste congolais, puisqu'il est le professeur Placide Moudoudou, qui siège même à la Cour constitutionnelle, mais qui a écrit un livre sur les constitutions en Afrique et qui, sur le Congo, a dit clairement, je ne sais pas comment il se trouve présentement à la Cour constitutionnelle, parce que pour lui, les élections sont truquées depuis longtemps et que les résultats publiés ne sont pas des résultats sortis des urnes. Donc, lorsqu'on regarde les Congolais, nous savons bien ce qu'il faut faire. Maintenant, nous allons poursuivre notre combat. Nous vous avons dit, par exemple, que nous avons appelé au boycott. Nous sommes heureux que les Congolais aient suivi cet appel. Nous les avons félicités. Nous avons proposé. Et c'est certainement là que nous allons travailler. Est-ce que nous avons mal demandé? Est-ce que c'est une question de mépris? Nous avons dit, et nous le disons à haute voix, au pouvoir actuel. Les Congolais ont trop souffert des guerres fratricides. Celle qui a fait le plus de victimes, c'est celle du 5 juin 1997. Nous ne voulons plus de cette situation. Allons nous asseoir autour d'une table, sous l'égide de la communauté internationale, pour poser le problème du Congo. Et le pouvoir actuel ne peut pas en échapper. Vous savez que nous sommes le 2 avril. Il semble que les fonctionnaires qui étaient payés régulièrement avant la fin du mois n'ont pas encore été payés. Ça veut dire que les difficultés commencent à s'allonger. Ça veut dire que les retraités qui ne touchaient que 4 ou 3 pensions par an sur 12 vont encore peut-être n'en toucher que 2. Les étudiants qui ne touchaient plus du tout de bourse vont continuer. Donc, les Congolais doivent prendre conscience de ça. Et il faut que nous travaillions avec les Congolais, que nous discutons avec les Congolais pour que nous voyions concrètement ce qui doit être fait pour amener ce pouvoir à ce que nous allions à un grand et véritable dialogue national. Maintenant, les autres stratégies, évidemment, nous les discuterons avec les autres et nous verrons. Mais comme nous vous avons dit de façon assez simplifiée, nous ne baisserons pas les bras. Et sur les questions de droit, chaque fois que l'occasion nous sera donnée, nous donnerons notre position là-dessus. Comme pour terminer, vous avez probablement suivi de près toutes les élections au Congo-Brazzaville. Sinon, du moment où vous vous êtes intéressé à la politique, quelle comparaison faites-vous et que pensez-vous de la toute dernière élection présidentielle au Congo-Brazzaville? Nous avons dit que c'est la pire des élections. C'est la pire. C'est vraiment une catastrophe. Au vu des moyens qui ont été utilisés, c'est-à-dire, vous avez vu comment on a mobilisé les moyens de l'État. C'était le président de la République mobilisant les moyens de l'État pour faire sa campagne. Vous avez vu la mobilité, vous avez vu le niveau de l'engagement financier. Aucun Congolais, c'est une campagne pratiquement à l'américaine qui a été menée. Mais pour quel résultat? Pour arriver à cette fraude, on aurait pu concevoir qu'après telle campagne, que les Congolais aient eu l'engouement et l'enthousiasme d'aller voter. Mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait alors, Monsieur Christian Perrin? Qu'est-ce qu'on fait? Non, je crois que la situation, depuis que je suis la situation politique, c'est pour ça que dans le tableau que nous avons fait apparaître, je tiens à vous rappeler, Monsieur Christian Perrin, en 1992, le président, il y avait 1 332 821 inscrits, 794 181 votants au premier tour, et le président Sassou avait eu 131 346 voix. 131 346 voix. En 2002, le président Sassou a eu 1 75 247 voix. En 2009, il a eu 1 55 117 voix. En 2016, la pente descendante s'est confirmée, puisque d'après les résultats contestés, donc il devrait avoir moins que ça, mais selon les résultats publiés officiellement, il avait eu près de 867 000 voix. Vous voyez déjà qu'il y avait la tendance baissière. Curieusement, en 2021, il refait un rebond à 1 562 948 au moment où la situation du Congo est chaotique, elle est pénible, l'État est en état de cessation de paiement. Je n'insisterai pas sur les autres aspects parce que vous les connaissez suffisamment. Non, je crois qu'il ne faut pas. Je crois qu'il ne faut pas. Il faut qu'on arrête ce genre de choses. Et je vous ajouterai, pour essayer d'agrémenter ce que je dis, il y a eu coupure de l'Internet. On peut parler à la fois de la transparence et de la coupure de l'Internet. Et le gouvernement a fait une déclaration pour dire que ce n'était pas le fait du gouvernement. Curieusement, après la proclamation des résultats provisoires, l'Internet a été
rétabli. Vous voyez bien qu'on est dans une situation extrêmement dramatique. Non, je crois que c'est la pire des élections que notre pays ait connue. C'est la pire des élections. Et déjà, je le regrettais parce que le président Sassou aurait été un bon gagnant si Jean-Marie Michel Moukoko était libre, si André Okombi Salissa était libre et qu'ils étaient candidats à cette élection, dans une élection organisée de façon libre, démocratique et transparente, si les Congolais le votaient à ce niveau et que Jean-Marie Michel Moukoko ou André Okombi Salissa l'appelaient pour les féliciter, je veux dire que le Congo a fait des progrès. Mais on est encore très, très loin de ça. Et je crois que nous sommes encore très, très loin d'organiser une élection libre, démocratique et transparente. Mais je vous dis, monsieur le journal, la situation est dramatique. La Cour constitutionnelle va déclarer le président Denis Sassou Nguesso certainement élu. Le contraire me surprend. Et en violation flagrante de l'article 80 de la Constitution qui ne permet pas au président de la République d'être président du parti et d'un parti politique, à savoir le Parti congolais du travail. En même temps, au moment où il est déclaré élu, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi et selon les dispositions de la loi, ce parti doit être suspendu et ses locaux doivent être fermés provisoirement. Je tiens à vous dire que cette loi, c'est pas Clément Mirassa qui l'a initiée. Elle a bien été élaborée par le ministre Mboulou, qui l'a défendue au Parlement, mais qui, dans l'application, n'arrive pas à respecter ce qu'ils avaient eux-mêmes envisagé. Donc, même si la Cour constitutionnelle déclare Denis Sassou Nguesso élu au deuxième tour, peut-être que ça deviendra 100%, puisque vous avez suivi que dans une localité comme Owando, où Guy Brice Parfait Kolela a été soutenu par Jean-Jacques Yombi Opango, qui assure la présidence actuelle du RDD, il semble que le président ça soit fait 100%, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun membre du parti du RDD qui a voté pour Guy Brice Parfait Kolela, ce qui est véritablement irréaliste. Peut-être que la Cour constitutionnelle nous annoncera que Denis Sassou Nguesso est élu à 98% et que les autres candidats vont se répartir 0,25, 0,25, on n'en sait rien. Mais nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Et vous savez bien que le Congo est en grave crise multidimensionnelle et ce n'est pas ce genre de pratique qui permettra aux Congolais d'avoir son bout de pain lorsqu'il a fini de travailler, au retraité qui a passé son temps à travailler, à toucher sa pension toutes les fins du mois, à l'étudiant qui doit préparer l'avenir du Congo, à toucher sa bourse et tous ces autres aspects. Donc, le Congo est dans une situation véritablement préoccupante et dramatique. Elle est d'autant plus dramatique que depuis 10 ans, le président Denis Sassou Nguesso et son pouvoir sont incapables d'apporter des solutions réelles à cette situation. Après leur incapacité, ils ont voulu recourir au Fonds monétaire international. Une matrice de 40 mesures leur a été présentée. Ils n'ont pas été capables d'exécuter les 40 mesures. Et aujourd'hui, le programme avec le Fonds monétaire international est quasiment suspendu. Depuis plus d'un an, sinon plus d'un an et demi, le gouvernement du président Sassou n'arrive pas à boucler les négociations avec les traders. Le rapatriement de l'argent, ça ne s'est pas fait. La lutte contre la corruption, ça ne s'est pas fait. Donc, à mon avis, les problèmes, ils sont là. Il y a un paradoxe dans le pouvoir congolais, peut-être dans le pouvoir des Africains, c'est cette propension à vouloir, coûte que coûte, demeurer au pouvoir, mais avec une forte incapacité de résoudre les problèmes auxquels les populations sont confrontées. Et je crois que c'est ça le drame congolais. C'est ça aussi certainement le drame dans beaucoup de pays africains. Alors on va boucler sur un aspect, bien sûr, l'aspect sécuritaire de ce processus électoral. Vous l'avez suivi, je crois. À ce jour, beaucoup des Congolais, journalistes, défenseurs des droits humains, gendarmes, sinon tout le monde, même les religieux d'ailleurs, ont été enlevés. Je citerai donc l'abbé Joseph Ndinga,
vous savez, qui avait été arrêté. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas pour quel mobile. Le procureur de la République ne s'est jamais prononcé là-dessus. Il y a Raymond Malonga, le journaliste. Vous avez Niati Rivet, le gendarme. Nous avons aussi votre collègue d'ailleurs parmi les signataires de l'appel du 29 janvier 2021, le docteur Alex Nzabana, défenseur des droits de l'homme. Il y a Jean-Louis Paca qui a été enlevé à Pointe-Noire. Nous avons aussi Florian Mianguila. Et dernièrement, nous apprenons qu'un activiste, le jeune activiste Chris Belvy Dongui, qui avait été enlevé chez lui à 5 heures. Quelle analyse faites-vous de ces vagues d'enlèvement et d'arrestations arbitraires en cette période, sachant qu'évidemment nous avons d'autres prisonniers politiques, prisonniers d'opinion qui croupissent encore dans les geôles de Brazzaville? J'en rigole un peu et je souris un peu, encore que vous évoquez un problème extrêmement grave. J'en souris un peu parce que j'aurais voulu entendre de la part de Christian un nom, c'est celui du candidat Albert Onyangé. Pourquoi j'aurais voulu l'entendre? Parce qu'on a découvert sur les réseaux sociaux qu'il y a eu une perquisition chez le candidat Albert Onyangé et on a sorti, je crois, des herbes MP Maca, on a sorti 3 chargeurs, comme pour dire que lui aussi va être impliqué. Non, nous avons des graves et sérieux problèmes. Vous savez, monsieur le journaliste, depuis 1997, on ne veut pas résoudre le problème du ramassage des arbres. On a voulu tromper la vigilance des Congolais en faisant croire que le ramassage des armes ne devait se faire qu'à la suite de la signature des accords avec une Toumi dans le pool. Et quand on a parlé de ces ramassages, des armes, vous avez vu les fusils qu'on a sortis. C'était des fusils de chasse qui n'avaient absolument rien à voir. Le Congo a un sérieux problème. Depuis les guerres fratricides que le Congo a connues depuis les années 92, le pouvoir ne veut pas mener une opération réelle de ramassage des armes. Que Dieu ait son âme, et je me permets de le rappeler. Je crois que ça s'est passé en 2010. Mais il y a eu incendie chez le défunt général Adoua. Les voisins ont commencé par fuir parce qu'il y avait crépitement, etc. Donc, logiquement, on a découvert qu'il y avait un dépôt d'armes et de munitions chez lui. Quelle a été la suite? Il n'y a pas eu de suite. Quelle enquête qui a été menée? Pourquoi le problème de ramassage des armes se pose-t-il? Mais le ramassage des armes, ce n'est pas seulement dans le pays. Les guerres fratricides que nous avons connues, y compris celle de 97, ça doit amener à ce qu'il y ait, sans préjuger, une véritable opération d'armes. Maintenant, pour revenir à ce que vous dites, je vais également faire une allusion. J'ai soutenu Jean-Marie Michel Moukoko lors de l'élection de 2007 et j'ai fait campagne avec lui. Ça a été très dur pour Jean-Marie Michel Moukoko et pour nous autres qui l'accompagnons. Parce que le jour même du démarrage de la campagne, il avait été invité à se présenter à la direction générale de la surveillance du territoire. Et vous connaissez la suite. Et vous savez que la cassette, soi-disant, de mise en cause ou en accusation du général Jean-Marie Michel Moukoko n'a circulé que le soir du jour où il a fait sa déclaration de candidat. Aujourd'hui, Guy Brice Parfait Kolela apparaissait comme un candidat sérieux. Il est mort. On peut dire Covid ou quoi. Le constat, c'est quoi? Dès que vous devenez un opposant dangereux, c'est dangereux pour le pouvoir, il faut s'attendre à un certain nombre de choses et c'est véritablement dommage. Et en continuant sur ce qui se passe pour Jean-Marie Michel Moukoko, pour André Okombe Salissa, tout ça, ce qui me touche, c'est quoi? Mais nous avons le groupe de travail des Nations Unies qui a donné un avis. Et cet avis demandait au gouvernement de les libérer immédiatement. Mais les Nations Unies n'ont pas les seuls à intervenir sur cette question. Nous avons eu la déclaration du ministre français des Affaires étrangères, Le Drian, qui avait demandé que des dispositions et des mesures soient prises à l'endroit des opposants. Et quand vous voyez la situation de Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombe Salissa, comparativement à la situation du révérend pasteur Ntoumi, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si on veut de la paix, on ne doit pas résoudre seulement les problèmes de la paix avec le révérend pasteur Ntoumi, mais on doit résoudre les problèmes de la paix avec tous les Congolais. Et en ce qui concerne Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombe Salissa, la raison aujourd'hui est claire.
Ce sont des adversaires gênants, potentiels, pour lesquels on ne souhaitait pas qu'ils soient libres pour l'élection présidentielle de 2021. Et chaque fois dans ce pays que quelqu'un apparaîtra comme un danger, il sera mis aux arrêts. J'espère que pour le colonel Onyangue, et je vous avoue, moi j'ai suivi la déclaration qu'il a faite à la force publique, je l'ai bien apprécié et j'ai trouvé que c'était un certain nombre de choses qui pouvaient permettre que nous allions vers une force publique véritablement républicaine. Maintenant, s'agissant des autres, le docteur Alex Nzabana Waibaka, il est des nôtres. Il est coordonnateur de la plateforme des organisations de la société civile. Il a signé notre demande du meeting du 6 mars. Et aujourd'hui, personne n'a de ses nouvelles. Même son avocat. Les 72 heures qui sont prévues par la loi sont dépassées parce qu'il a été arrêté le 11 mars. Regardez, aujourd'hui, nous sommes pratiquement le 2 avril. Faites le décompte des jours. Vous vous rendrez compte que ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas sérieux. Nous marchons sur les lois et règlements de la République. Mais on ne respecte pas les droits. Bon, j'ai suivi également que Paca a été arrêté à Pointe-Noire avec, pour raison, semble-t-il, qu'il est en intelligence avec les forces extérieures pour déstabiliser l'État. J'aimerais bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais n'oublions pas qu'en 97, n'oublions pas qu'en 97, le retour du président Sassou, et Chirac a fait une déclaration pour le dire, a été soutenu par les Tchadiens, par les Angolais, par un certain nombre de personnalités. Donc, nous avons une histoire, etc. Mais tous ces cas, c'est pas ça qui va résoudre le problème. D'autant, monsieur le journaliste, que je suis d'autant plus frappé qu'on n'a pas la même diligence lorsqu'il s'agit de gens qui ont volé ou qui ont détourné l'argent du Congo. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la même diligence pour les gens qui ont entraîné le Congo dans la situation catastrophique et chaotique qu'il connaît maintenant. C'est pour ça que j'ai rappelé, et je le rappelle encore aujourd'hui. Mais pourquoi on ne parle pas du directeur des systèmes informatiques du ministère des Finances? Ça s'est passé pendant qu'il y a la campagne là, qui aurait fui avec 50 ou 100 milliards de francs CFA. Encore que nous nous posons la question, comment un fonctionnaire peut comme ça, à sa disposition, gérer 50 ou 100 milliards et fuir avec sans que les autorités. C'est très grave. Donc, nous avons une justice à deux vitesses, avec un accent tout particulier, avec ceux qu'on considère comme les opposants au régime, mais avec un laxisme et une impuissance intolérable en ce qui concerne les détournements des fonds publics, les voleurs, les autres, tous ceux qui ont mis l'économie du pays à genoux. Parlons des 14 000 milliards, pourquoi on ne veut pas faire le point? Parlons des malversations financières au fonds de soutien à l'agriculture, les 114 milliards qui ont été affectés à l'agriculture de 2008 à 2016. Parlons de l'argent qui a été débloqué pour une route imaginaire de 137 kilomètres. Parlons. Et quand on en arrive là, je crois que, monsieur le journaliste, on ne peut qu'être frustré. On ne peut pas. Et dans un pays où le premier magistrat a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et ensuite, dans la Constitution, il y a un article 15 qui dit que tous les Congolais sont égaux devant la loi et que personne ne doit être favorisé ni du point de vue de sa condition sociale, ni du point de vue de ses positions politiques, ni autre. Pour moi, je vous donne mon point de vue. Le docteur Alex Nzabana Waibaka, Paca, les autres, j'ai suivi toute l'argumentation qui est développée pour le journaliste Raymond Mandonga. Le jeune Ndongi Christ, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais que c'est quelqu'un qui a l'expression libre et qui dit un certain nombre de choses, encore que la liberté d'expression est garantie dans ce pays. Alors, où allons-nous? C'est pour ça que nous disons, libérez les prisonniers politiques, mettez aux arrêts les responsables des crimes, des crimes économiques et financiers que l'on connaît. Global Witness a fait des rapports. La plupart des organisations des droits de l'homme ou des organisations non gouvernementales ont fait des rapports. On a vu des ministres qui ont été mis en accusation pour avoir détourné soit près d'1 milliard ou plus, mais qui continuent à exercer leurs fonctions. Mais dès lors que vous essayez de prendre une position, alors là,
on vient chez vous, vous êtes menotté, vous êtes humilié. Non, il faut que ça s'arrête, monsieur le juge. Il faut que ça s'arrête. Donc, en ce qui nous concerne, nous continuerons à nous battre pour que ces personnes soient libres. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ces arrestations qui vont régler le problème de la grave crise. Elles ne sont pas justifiées et qu'elles sont injustes, elles sont arbitraires, elles ne sont pas conformes à la loi. Il faut qu'on revienne à un certain nombre de principes. Vous savez, monsieur Christian Perrin, chaque fois que j'interviens avec vous, ou bien avec Sir Makosso, ou bien Jean-Lévis et tout ça, mais la plupart de mes proches sont inquiets parce qu'ils disent que dans ces pays, quand tu parles comme ça, mais tu prépares ta voix pour que tu sois arrêté. Parce qu'on n'accepte pas le droit à la différence. On n'accepte pas la vérité. Mais on veut que l'on soit dans le que l'on monte, que l'on trône. Malheureusement, en ce qui me concerne, il y en a qui ont des projets de ce. Je dis, chez moi, ça se résume en 3 phrases. Et quand vous suivez ces 3 phrases, ça résume tout. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Tous les programmes de société, que ce soit de droite ou de gauche, voilà le fondement essentiel. Et malheureusement, nous sommes encore très loin de là. Monsieur Clément Mirassa, probablement que vous avez un mot de la fin. Je sais que vous faites la politique et vous comprenez aussi les choses autrement. Mais en face de vous, vous avez la population congolaise qui, elle, probablement n'est pas forcément politicienne. Pour se faire comprendre, c'est souvent très difficile. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette population qui aujourd'hui est de plus en plus impatiente de voir les changements s'opérer au Congo-Brazzaville? Nous avons véritablement conscience que le peuple congolais veut du changement. Nous avons aussi conscience qu'il faut tirer les leçons de l'élection qui vient de se passer. Nous avons des partis ou des personnalités qui se disent de l'opposition, mais qui ont soutenu Denis Sassou Nguesso. Mais qui, après ce soutien, font des déclarations pour dire qu'ils sont à l'opposition. Non. S'ils ont choisi Denis Sassou Nguesso, et si Denis Sassou Nguesso est déclaré élu, il faut que ces partis ou ces personnalités se considèrent comme membres de la nouvelle majorité présidentielle. Les notions de centre, opposants, je ne sais pas de quelle nature, il faut que ça disparaisse et qu'on rétablisse correctement les choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut tirer la leçon. On nous dit que l'élection était transparente. Comment voulez-vous que l'élection soit transparente à partir du moment où la Commission nationale électorale, soi-disant indépendante, mais pour moi, elle n'est pas indépendante. Elle est présidée par le premier président de la Cour suprême, ce qui pose le problème de l'indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir exécutif. Mais en plus de ça, le deuxième vice-président, censé représenter l'opposition, apparaît à un groupement politique qui se disait de l'opposition, mais qui cette fois-ci a choisi de soutenir le président Denis Sassou. Les partis du centre qui ont un troisième vice-président, encore cette notion de centre au Congo, si on veut, on se dit démocratique, traduit une certaine insalubrité politique. Ceux du centre qui se cachaient jusqu'à présent, qu'ils n'étaient ni à la majorité, ni à l'opposition, mais cette fois-ci, ils ont ouvertement soutenu le candidat Denis Sassou Nguesso. Le vice-président dans cette commission a d'ailleurs décidé, avait souhaité battre campagne pour lequel je ne sais pas s'il a battu campagne, ça ne m'étonnerait pas. Et plusieurs partis du centre ont fait campagne pour le président Denis Sassou Nguesso. Mais n'empêche, je sais, et que nous avons des choses à nous dire avec le peuple congolais. Parce que pendant longtemps, ils nous ont reproché d'être des opposants le jour et la nuit de raser le mur. Mais je crois qu'aujourd'hui, la lumière a commencé à se faire. Et beaucoup de nos frères qui se disaient opposants comme nous ont déclaré clairement qu'ils soutenaient le président Denis Sassou Nguesso. Donc, je crois qu'il y a une démarcation qui est faite de manière assez claire. Ça complique certainement notre tâche, mais ça ne nous décourage pas. C'est pour ça que nous disons au peuple congolais, regardez la situation que nous vivons. C'est le résultat de la mauvaise gouvernance. C'est le résultat d'une incapacité de gouvernance actuelle à mettre en avant l'intérêt général. Ils ont privilégié l'intérêt personnel. Ils ont choisi de se servir et non de servir.
Ça complique notre tâche. Regardez les difficultés que nous avons pour faire un meeting. On veut nous l'empêcher. Regardez une autre leçon à tirer. Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République n'est pas en conformité avec la Constitution. Demain, il va prêter serment. C'est dans ce contexte. Notre tâche n'est pas facile. Mais nous n'avons aucune raison de baisser les bras. Et nous comptons sur le soutien de ce peuple. Nous allons, comme je l'ai déjà dit à une autre occasion, nous allons nous asseoir avec nos amis. Nous avons certainement des faiblesses. Quand je dis nous, c'est nos partis politiques. C'est nous-mêmes les animateurs de ces partis. Il faut qu'à un moment donné que nous marquons un arrêt et que nous voyons qu'est-ce que nous devons faire pour que nous soyons en complicité et en harmonie avec le peuple congolais. Pour que le peuple congolais se batte pour que nous allions véritablement à ce changement qui est tant souhaité, à cette alternance démocratique et au reste. Donc nous disons, nous sommes là, nous apporterons notre contribution, mais nous souhaitons bénéficier de leur appui et de leur soutien. Nous nous tournerons également vers la communauté internationale. Un des aspects qui nous a choqués pendant cette élection, c'est la légèreté avec laquelle les soi-disant observateurs tant nationaux qu'internationaux ont accompli leur mission. J'en suis terriblement frustré. Je ne pensais pas que lorsqu'on se situe à ce niveau, on pouvait venir faire les déclarations que j'ai entendues ici. Et j'ai entendu dire que les élections s'étaient passées dans les meilleures conditions, etc. Mais il faut qu'ils sachent, le Congo est une dictature. C'est reconnu. Il suffit de regarder l'indice de la démocratie pour s'en rendre compte. Et quand on vient faire ces déclarations, que surtout qu'on est africain, mais on n'est pas là pour aider les Africains. On est là au contraire pour faire sombrer les Africains pour qu'ils aillent non pas vers le développement, mais qu'ils s'enfoncent dans de la malgouvernance et dans le sous-développement. Je crois que tous ces aspects, nous devons intérioriser ça. Et moi, je dis aux Congolais, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir les réseaux sociaux. Nous souhaitons qu'il y ait une formation pour que de plus en plus de Congolais soient sur les réseaux sociaux, pour que nos messages passent, pour que nous soyons en pleine harmonie et que nous avançons. Le Congo est dans une situation véritablement dramatique. Et je terminerai là, Christian, le 11 juillet 2019, sous l'impulsion de la CENAC. Là où le bas blesse, c'est que les autres pays de la CENAC, à savoir le Gabon, le Tchad, la RCA, le Cameroun, ces 4 pays, sont en train de négocier une deuxième phase d'un programme avec le fonds, avec la communauté financière internationale, principalement, et en général, et le Fonds monétaire en particulier, où, après avoir réussi la première phase de leur programme, ils s'intéressent maintenant aux aspects de réduction de la pauvreté, de lutte contre le chômage, etc. Nous avions signé notre programme pour la période 2019-2022. Nous avons déjà plus d'1 an et demi de retard. Regardez le retard que nous prenons. Et c'est là où j'interpelle nos dirigeants. C'est là où j'interpelle nos dirigeants pour dire qu'il y a une limite. Le Congo a des intelligences et il suffit de prendre le courage de faire asseoir ces intelligences pour que le Congo trouve les solutions aux problèmes qui leur semblent insolubles aujourd'hui, mais qui pourront trouver des solutions par les intelligences du Congo, qu'elles soient au Congo, aux États-Unis, en Angleterre, en France, au Japon. Nous avons des intelligences et tous ces gens, toutes ces intelligences souffrent de voir le Congo être plongé dans la situation. Bien, merci, Monsieur Clément Mirassa, d'avoir répondu à toutes nos questions, mais surtout d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous avez été les meilleurs. Restez branchés sur Télarc TV. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci. Audio Jungle.